Et précisément s'il y a le son. Nous avons 5 minutes pour attendre ceux qui ne sont pas là. Bon dimanche à tous. Que Dieu vous protège. Le thème du jour, quel avenir avec le clan Oseni? C'est le thème du jour. Nous avons quand même un problème ici, Nous allons rapidement commencer, les autres viendront nous trouver. Nous avons sérieusement, je vous ai dit, nous avons un problème de connexion ici. La connexion se coupe, ça vient, ça part. Bon, il faut nous signaler s'il y a le son. Mettez les cœurs, maintenez le live. Hein? Bascule sur les données mobiles. C'est ça? Bascule sur les données mobiles. Tu as les données mobiles? Oui. Non, je n'ai pas les données mobiles. Excusez-nous, hein. Nous avons un problème de connexion là. Essaye de cliquer la plus longtemps sur le fil, comme ça. Ok. Comme je le disais, notre thème aujourd'hui, c'est quel avenir avec Oligui, avec Oseni Ossa, dont le clan Oseni. Bien évidemment, nous allons vous rappeler qu'Oseni est à l'origine de plusieurs maux qui frappent notre pays. La douleur est là, la souffrance également. La douleur, c'est ce qu'ils ont produit en chacun d'entre nous. Le malheur, c'est ce que le message nous donne. Les Gabonais essaient de digérer tout ce que les Oseni ont fait, essayer de voir comment reconstruire notre pays, aller de l'avant. Mais malheureusement, ce clan s'obstine et persiste à mener un combat, à discuter une nation qui n'est pas la leur. Vous allez le comprendre dans les explications qui vous seront données tout à l'heure par notre frère compatriote qui a créé une entreprise et les Oseni se sont accaparés de cette entreprise, mettant dehors tous les Gabonais pour insérer les étrangers. La question que nous nous posons, au-delà de la ventilation de la monnaie qu'ils ont fait, donc des finances, la ventilation des finances que la famille Oseni a fait avec la Young Team, ce qui a d'ailleurs appauvri les Gabonais et a livré les Gabonais à la misère totale. Il y a également la ventilation des finances. Ce que vous aviez pris là, ce n'est rien par rapport à ce que ces enfants-là possèdent avec leur père, car ils ont les comptes offshore. Offshore, c'est certainement un grand mot. Pour le Gabonais lambda, ou le Gabonais qui n'est pas allé à l'école, je voudrais vous rappeler que offshore, ici, quand on parle de compte offshore, c'est qu'on peut ventiler notre argent dans plusieurs devises, dans plusieurs monnaies, partout dans le monde. Mais ça reste votre argent. Vous contrôlez ça et tente ici, mais c'est sous plusieurs devises. On peut mettre notre argent en CFA, en dollars, en livres sterling, en euros et partout, et comme vous voulez le voir. Il peut être également la création des comptes dans plusieurs pays du monde. Quand on regarde la vitesse avec laquelle ces enfants sont devenus riches et l'orgueil qu'Oseni instaure aujourd'hui au CTRI au point de nuire silencieusement le système de restauration des institutions dans notre pays et la restauration de la dignité et la restauration de la justice, nous nous posons réellement la question: qu'est-ce que les Oseni veulent Gabon? Nous avons ici un frère
en épousant une jeune Gabonaise avec qui il a des enfants. Aujourd'hui, il s'est mis au service de la nation. Il va logiquement vous expliquer ce qui s'est passé, car le fait est bien à écouter dans la bouche du conteur lui-même. Et c'est l'occasion pour moi d'interpeller le CTRI, parce que le véritable Kaiser Soze de la Young Team est toujours dehors. Vous le voyez, vous le négligez, mais c'est lui le cerveau. Nous allons revenir sur ce sujet dans un autre direct, parce que nous sommes en train de collecter des éléments de langage pour pouvoir effectivement démontrer que le cerveau de la bande est toujours dehors et contrôle tout. Bonjour mon frère. Bonjour. Vous avez créé une entreprise de sécurité au Gabon? Oui. Nous savons qu'en matière de sécurité, il n'y a que les nationaux qui devraient exister à l'intérieur pour la préservation de la sécurité. Bien sûr. Et vous l'aviez fait parce que vous aviez su vous intégrer et qu'aujourd'hui vous vous estimez Gabonais. Oui. Voilà. Et donc vous pouvez succinctement expliquer aux Gabonais comment ça s'est passé, parce que c'est quand même grave quand les gens prennent en possession une société de sécurité. Et on sait que dans les sociétés de sécurité, forcément, ils ont des armes. Alors, donc ça peut faire office de milices un jour. Donc essayez d'expliquer aux Gabonais succinctement pour qu'ils puissent vous comprendre comme s'ils étaient au CP1. D'accord, merci. Bonjour à tout le monde. Mon nom c'est Yannick Franck Simo. Comme a dit mon frère, ici présent, j'ai créé une société de sécurité qui s'appelle GSP Sécurité et Abdoul Osseni m'a arraché cette société. Donc maintenant je voudrais vous conter comment ça s'est passé, comment tout a commencé jusqu'à ce que Abdoul m'arrache cette société. Jusqu'à ce que Abdoul m'arrache cette société. Donc j'ai commencé déjà par le métier de la sécurité. Je suis dans le métier de la sécurité au Gabon depuis 2007 et c'est un métier qui m'a beaucoup passionné. Et ayant grandi dans ce métier, j'ai su m'intégrer et j'ai su, avec ceux qui étaient autour de moi, donc des amis que j'ai rencontrés dans le sport, des Gabonais, monter une équipe où on allait travailler à plusieurs endroits. Et ayant vu que j'avais des aptitudes en fait managériales, j'ai décidé par la suite de créer une toute petite entreprise pour commencer. Et par cette petite entreprise, et vu que les gens me sollicitaient et que les gens étaient contents du travail que je faisais, j'ai alors décidé de créer une très grosse entreprise. Mais sachant comment les choses se passent avec l'administration concernant ces entreprises, surtout que la société de sécurité est un service très très sensible. Donc j'ai demandé en fait à Noureddine, monsieur Noureddine Bongo, de m'accompagner dans ce processus. Donc par la suite j'ai fait un courrier à monsieur Noureddine Bongo en 2019 où je lui demandais de me parrainer justement concernant cette société pour pouvoir me permettre de l'ouvrir et d'embaucher des Gabonais. Parce que moi, le but pour moi, c'était d'embaucher des Gabonais. Parce qu'en parcourant, durant mon service, en parcourant les sites sensibles, je me suis rendu compte que ces sites sensibles étaient occupés par des étrangers. Donc, des sites comme par exemple, je vais donner des exemples comme la SEG, l'usine de transformation. J'ai dit qu'il n'était pas normal en fait pour un pays d'avoir dans ces sites-là des étrangers. Voilà, des sites sensibles de la SEG, de transformation, peu importe la transformation, c'est facile en fait pour quelqu'un de saboter tout un pays par ce genre de site. Parce que c'est là-bas où on consomme de l'eau. Voilà, donc tout l'eau du Gabon est consommée par des Gabonais et par des étrangers aussi, par tout le monde. Et c'est transformé quelque part, là où nous connaissons tous, je ne vais pas citer l'endroit. Mais vu que ces endroits étaient gardés par des étrangers, ça m'a quand même semblé bizarre. Donc c'est parti de là que j'ai sollicité en fait la création d'une entreprise pour recruter des Gabonais, les former, pour les mettre justement dans ces sites-là qui nécessitent que des Gabonais à ces endroits. Donc le projet a été accepté parce que je suis passé dans plusieurs entités, j'ai été reçu par plusieurs entités où j'ai été... Lesquelles par exemple? Voilà, comme par exemple la DGR, je suis passé au service de renseignement de la DGR où je me suis fait questionner pendant des heures, plusieurs heures, presque une journée où j'ai présenté exactement mon projet. Donc je suis passé devant plusieurs personnes et par la suite, quand ils ont vu que ce que je voulais faire était quelque chose de bien, pas seulement
seulement pour les Gabonais, mais pour toute la nation tout entière, ils ont approuvé mon projet. Donc, ayant tout monté le projet, j'ai sollicité, parce que pour la création de ce genre de projet, il faut de gros fonds. Et les fonds que j'avais n'étaient pas assez suffisants. Donc, j'avais quand même mis de l'argent de côté, parce que durant 10 ans, près de 10 ans, je vivais avec ma femme. On est resté dans une maison, un taudis, vraiment un taudis, parce que effectivement on économisait. Excusez-moi, votre femme est gabonaise? Elle est gabonaise d'Oyem, elle est fan d'Oyem. Voilà, du canton Bissok. Donc on s'est connus depuis 2007. On a eu notre premier fils à 2009. Qui est aujourd'hui déjà grand, et aujourd'hui on est à notre 6e fils. On a 5 garçons et une fille. Et voilà, jusqu'aujourd'hui on est ensemble. Et justement, c'est avec elle que j'ai économisé toutes ces années, parce que tout ce que je gagnais comme salaire et comme entrée, je le mettais de côté justement pour l'ouverture de cette entreprise-là. Pendant 10 ans, on a économisé et on restait vraiment dans une très vieille maison, parce qu'on avait quelque chose en tête. Donc, par la suite, maintenant, la création de cette société, donc le projet étant lancé, j'ai sollicité, comme je vous ai dit, l'intervention de M. Noureddine, et il a approuvé. J'ai écrit un courrier que j'ai adressé à M. Noureddine et je l'ai transféré. Et un jour, il est venu vers moi. Comment il est venu vers moi? Je travaillais à Maïna Food en tant que responsable de la sécurité. Donc, je travaillais à Maïna Food en tant que responsable de la sécurité, donc ça veut dire que je travaillais chez lui directement pour lui. Donc, j'ai pris ce courage, j'ai écrit et j'ai envoyé. Et chose curieuse, il m'a répondu, et il m'a répondu favorablement. Il était d'accord, et il m'avait dit ce jour, il faut que tu embauches que des Gabonais. Je lui ai dit, monsieur, c'est ce que je veux faire. La preuve, c'est que toute l'équipe qui est avec moi ici, que j'ai formée, est gabonaise. Donc il était d'accord, et il a dit ce jour à Abdoul Osseni, donne-lui tout ce dont il a besoin pour la construction de cette société, pour le montage de cette société. Et Abdoul, sur place, a dit OK. Et par la suite, quand M. Noureddine est parti, Abdoul m'a dit que... Abdoul Osseni, il m'a dit qu'il n'était pas au courant, en fait, il ne savait pas de quoi je parlais. Et par la suite, je suis allé prendre les copies du courrier que j'avais envoyé, je lui ai remis. Donc, un jour, je suis chez moi, et je suis appelé par une demoiselle de la présidence, dont je connais très bien le nom, et qui m'a dit, je suis attendu à la présidence dans 45 minutes. Bon, j'étais étonné parce que je ne savais pas que pour ce genre de choses, on devait m'appeler à la présidence. J'étais étonné et je n'étais jamais rentré à la présidence. Donc je me suis précipité, je suis rentré. Je me rappelle que ce jour, je n'avais même pas mis de cravate, et arrivé, j'étais un peu secoué par les agents de sécurité, les militaires qui étaient à la guérite, et ce qui est normal, et je leur ai expliqué. Et par la suite, je pense qu'ils ont reçu un coup de fil et on m'a demandé de passer. Donc j'ai été transporté jusqu'à dans les bureaux, et arrivé dans les bureaux, on m'a fait attendre. Je suis resté là au moins 1 heure de temps à attendre, et par la suite, monsieur Abdoul Osseni est entré. Donc on m'a dit il va me recevoir. Quand je suis rentré, j'ai vu que c'était lui qui me recevait. Et il m'a dit, oui, effectivement, je vous appelle pour le projet dont vous avez envoyé et tout. J'ai pris tout, voilà. D'ici peu, vous serez appelé. Pour moi, je devais être appelé pour recevoir des fonds. Parce que moi, je demandais un prêt. Et je disais aussi que s'il pouvait me donner quelque chose, parce que ça concerne tous les Gabonais, en fait, c'était pour embaucher des Gabonais. Il était d'accord. Donc, par la suite, il m'a dit, ok, on va t'appeler d'ici peu pour te remettre tout ce qui revient de droit pour pouvoir faire ce qu'il faut. J'ai dit, ok. Et par la suite, je suis sorti, je suis parti. Et après cela, le corona est arrivé. Donc le corona, c'est arrivé, ça a frappé. Vers la fin du corona, je suis rappelé encore, justement par un organisme qui s'appelle Orama Consulting. Je suis appelé dans leur bureau et je suis surpris qu'on me présente toute une équipe qui est déjà là, donc ça veut dire du DGA, DAF et tout, qui avait déjà été recruté, et on me présente comme le gérant de la société. Moi je suis un peu surpris, je ne comprends rien. On me dit voilà, la société a déjà été créée, et voilà, vous êtes le gérant et tout. Bon, moi je suis choqué, mais je peux pas dire mot parce que je ne sais pas où est monsieur Noureddine en fait, parce que je dis c'est avec lui que j'ai traité, et sur le champ, je sais que si je refuse de signer, je serai simplement valsé, non seulement de Maïna Food, mais de partout, et mon nom sera bloqué. Donc, parce que je dois nourrir mes enfants et ma famille, j'ai dû signer. J'ai dit ok, j'ai signé, mais sachant que j'attendrai le retour de monsieur Noureddine pour lui en parler. Donc, par la suite, toute l'équipe qui avait été recrutée en fait travaillait pour ces personnes.
ils ne travaillaient pas en fait avec moi pour cette société. Toutes leurs instructions, ils ne recevaient que de cette société-là. Et un jour, pas seulement un jour, le début a été très difficile. Hein. Le début a été vraiment difficile parce que tout ce dont on avait besoin ne venait jamais. Donc en fait, Abdoul Hussein n'a rien donné en fait pour cette société. On dirait qu'il faisait tout en fait pour que ça ne marche pas. Mais j'ai su en fait, sachant que j'ai grandi dans les Mapan partout, j'ai loué des véhicules et je suis allé voir des personnes et tout. Je transportais des véhicules, dans les employés dans des véhicules loués. Et j'avais aussi trop de problèmes au début avec des agents parce que la plupart des agents qui avaient été recrutés par ces entités. Et chose curieuse, c'est qu'ils recevaient leurs ordres de ces entités. Donc en fait, ils sont partis de mon projet et ils ont pris des personnes, je crois qu'ils travaillaient pour leurs choses. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient, mais ils rendaient compte pour certaines choses à d'autres personnes là-bas. Et j'avais presque le contrôle de rien. Mais je suis resté fort debout pour pouvoir en fait tenir cette promesse de rester et de former ceux que je pouvais former. Un jour, j'ai demandé en fait d'avoir des véhicules. Je disais il faut qu'on ait des véhicules parce qu'une société de sécurité ne peut pas tourner avec des véhicules loués. Et c'est là, après 8 mois, j'ai reçu des véhicules d'SOS Excellium qui sont arrivés et j'ai posé la question de savoir est-ce une dotation, est-ce une location ou une location-vente. Tout ce qu'on m'a dit, c'est qu'on a dit que vous utilisez ça en attendant. On va recevoir de nouvelles instructions. Pour moi, ce n'est pas une réponse parce qu'il faut que je sache, parce que c'est sur ce genre de choses que l'on monte notre budget, en fait qu'on cale les budgets. Mais comme Abdoul Hussein était, c'est voilà, on fait ce qu'il dit, même s'il dit monter, tout le monde monte, descendait. Mais moi, j'ai toujours refusé de fonctionner de cette façon. J'ai dit non, il faut que je sache. Donc là, ils ont trouvé que je posais trop de questions et voilà. Et déjà, ça a été quelque chose de pas bon. Par la suite, il y a eu l'achat du matériel. L'achat du matériel, je n'étais pas au courant de ce qui se passait. Donc, ça veut dire, ils achetaient le matériel en fonction de ce que les clients nous donnent. Vous ne pouvez pas payer du matériel à ce prix et espérer qu'on fasse du bénéfice plus tard. Et voilà, je parlais comme en l'air parce qu'ils contrôlaient tout, c'était eux, personne ne peut leur parler. Et un jour, j'ai dit, bon, je vais prendre la situation en main. J'ai décidé comme ça de partir acheter du matériel en Turquie parce qu'ici, pour habiller un agent, ça nous revient presque à 100 000. Et par agent, 100 000 par agent. Et donc j'ai décidé comme ça de partir en Turquie à la fin du Corona où j'ai pu habiller les agents à environ, on va dire 11 ou 12 000 par agent. Parce que je suis arrivé en Turquie, je me suis présenté comme un commerçant. C'est à la fin que je leur ai dit, j'ai donné le nom d'une société. Ils étaient surpris, ils étaient fâchés. Mais je leur ai dit, voilà, c'est une petite société, prenez-le d'abord comme ça. Donc j'ai commandé les véhicules, les EPI qui sont arrivés. Je vous parle ici de 600 pièces de chaque, que ce soit chemise, pantalon, des tonfas, des tasers et tout, qui sont arrivés pour environ 30 millions. Et là, je vous dis que, quand je vous dis 30 millions, c'est avec le transport tout. Et je vous dis qu'ici, quand c'était eux qui faisaient les achats, on avait pour environ 80 de chaque pour le même montant. Donc ça veut dire que pour plus de 30 millions même, ici. Et je trouvais que c'était grand. Donc là, j'ai fait ça. Donc je pense que ça a été une épine parce qu'ils ont trouvé que je ne coupais pas. En fait, je ne suis pas le genre de personne qui majore dans les factures pour pouvoir faire quelque chose. Mais moi, j'ai dit, je n'ai pas créé cette entreprise pour devenir riche. Non, je n'ai pas créé cette entreprise pour devenir riche. C'est pour donner de l'emploi. Parce qu'ayant grandi à Cocotier, par exemple, à la campagne, au 8, je vous dis bien, je vois ce que les jeunes subissent et je vois ce que les gens ne croient pas en eux. Même ceux qui sont sortis de prison. Ce n'est pas tout le monde qui va en prison qui est mauvais. Des jeunes parfois se retrouvent dans des situations de bagarre et de choses où parfois ils ne sont pas en fait. Vous savez, quand vous marchez avec des amis, vous n'avez pas trouvé par exemple un ami en train de se battre et vous allez le laisser se battre. Donc les jeunes tombent parfois dans ce genre de choses et se retrouvent en prison. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais. Donc moi j'ai créé ce genre de choses et je prenais ces jeunes-là justement qui sortaient même de prison et je les formais pour leur montrer que vous pouvez encore faire quelque chose, on peut encore croire, vous pouvez servir le pays et non attendre. Donc vous faisiez dans la réinsertion sociale. Voilà, dans la réinsertion sociale. Et aussi au quartier, même à Cocotier qui existe encore jusqu'à aujourd'hui, j'ai pu former des jeunes qui font la sécurité la nuit. Parce que là-bas, il y avait beaucoup d'agressions. Donc j'ai formé des jeunes qui faisaient la sécurité la nuit. Et quand il y avait un problème ou quand on arrêtait un braqueur, on me réveillait la nuit. Peu importe l'heure, je devais m'élever. Je le faisais avec un adjoint.
adjudants de la police. Voilà, on le faisait ensemble. Et la nuit, quand on arrêtait quelqu'un, on se levait. Même si les gars étaient nombreux, on se levait, on se battait et on prenait les gars, on envoyait. Ce qui fait que le quartier, à un moment, est devenu sain. Donc ces jeunes-là le font et on a trouvé un système pour les revenus. J'avais fait cette société et étant revenu de la Turquie, j'ai bien vu que beaucoup de personnes n'étaient pas contentes de ça, du fait que je suis allé. C'est comme si je coupais le pain dans la bouche de quelqu'un. J'ai compris du coup qu'ils faisaient ses commandes et tout, ils avaient quelque chose dessus. Mais bon, comme je travaille pas, en fait, je dis toujours, je travaille pour le peuple. Et par la suite, maintenant, il y a eu le problème de voitures. Les voitures, un jour, je reçois une facture de 20 millions de Sada Motors pour les réparations de véhicules. Et moi, je dis, mais je ne peux pas payer 20 millions pour les réparations de véhicules pour des accidents qui sont arrivés sur la route, alors que ces accidents sont pris en compte par les assurances. Et les assurances envoyaient les chèques chez nous et nous, on envoyait les chèques chez SOS Excellium. Je le voyais bien, ces chèques. Maintenant, par la suite, on m'a dit il faut que je signe, je dois signer le décaissement de 20 millions. J'ai dit je ne peux pas signer le décaissement de 20 millions sans savoir pourquoi je les signe. D'autant plus que c'est une double facturation. Et là on a trouvé que j'étais rebelle. J'ai remis ces factures au DAF d'aller les vérifier aux assurances pour savoir pourquoi est-ce qu'on nous demande encore le paiement des choses qui ont été payées, qui ont déjà été réparées. Et là, le DAF, comme il travaillait pour eux, il n'a rien fait du tout. Moi-même, je me suis levé, le gérant, aller aux assurances, vérifier avec le chef du service technique que je connais très bien. Et je connais très bien le nom, je ne sais pas si je dois le dire ici. Voilà, donc je suis allé et elle a tout vérifié. Elle m'a dit, ben, cette facture a été payée, celle-ci a été payée, celle-là est en cours et tout. Pourquoi ils vous demandent? Ils n'ont pas à vous demander ces choses. Donc elle m'a donné toutes les références, je les ai même avec moi. Elle a tout mis sur les factures. Vous les avez ici? Je les ai ici. Vous pouvez présenter ça? Oui, oui, bien sûr. D'abord l'agrément peut-être. L'agrément de la société. L'agrément de la société, c'est là. À son nom. C'est là, à mon nom. Vous voyez, ça a été retiré par moi. C'est moi-même qui suis allé. Pourquoi on me donne cet agrément? J'ai été interrogé pendant des heures, plus d'une journée, au service de renseignement pour me donner cet agrément. Facture SOS Excellium. Donc c'est ça. Vous voyez, et ces factures-là sont arrivées, c'est là. Comme vous pouvez voir. Voilà toutes les factures qui ont été répertoriées. Et en bas, vous allez voir un montant de 20 218 000 quelque chose. 20 218 000 quelque chose. Donc, vous allez voir que ici, c'est moi qui ai signé, reçu le 1er juin 2022 avec ma signature. C'est moi qui ai signé. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus directement chez moi et ils ont voulu que je décaisse l'argent. Et moi, je leur ai dit non. C'est pas comme ça que ça se passe dans les entreprises. Il faut que vous envoyez ça au service des opérations qui atteste de ces réparations, en fait, de la facture. Et par la suite, ça monte à la comptabilité qui transfère chez le DAF avant que ça n'arrive chez moi. Ils ont dit non, on a dit que c'est vous qui devez signer et décaisser. J'ai dit que non, je ne peux pas faire ce genre de choses. Après, c'est dit que mais si demain ça me porte préjudice, comment est-ce qu'on va faire? Ils m'ont dit non, c'est nous qui dirigeons, on a peur de personne, qui va nous faire quoi et tout. J'ai dit, excusez-moi, c'est pas ça que vous avez dit aux autres qui sont là en prison. Moi, je ne peux pas faire ce genre de choses. Et là, ça a été encore une goutte qui a débordé le vase. Là, ils ont trouvé que j'étais rebelle, que je ne voulais pas marcher. Excuse-moi, il y a un Gabonais, monsieur Charles Aldo Bousset pose oui. la question, toi-même tu as donné le travail à combien de Gabonais? Oui. Je vous dis, ce travail-là, il y avait des Gabonais qui quittaient même de l'intérieur du pays. Quand cette structure a été ouverte, j'employais à 97% des Gabonais, 97%. Le peu d'étrangers que j'ai employés dans cet emploi, c'est parce qu'on faisait face à des clients qui exigeaient des étrangers à ce poste. Et là, je prenais des gens que j'ai formés, pas des gens que je ne connaissais pas. Des personnes avec qui je travaillais. Voilà, des personnes avec qui je travaillais depuis plus de 10 ans et que je connaissais très bien parce que je n'envoie pas n'importe qui chez quelqu'un. Non, je ne le fais pas. Donc, 97% des Gabonais que j'ai employés, ils venaient de tout. Et j'étais très strict sur le recrutement parce que je disais, je ne veux pas que ce soit en fait des personnes qu'on ne prend pas ordre d'arriver. Et ça aussi, j'ai eu beaucoup de problèmes parce que l'administration qui était là, chacun voulait prendre son frère, chacun voulait prendre. Je recevais des dossiers sur ma table. Par exemple, j'ai des gens qui ont déposé on va dire en janvier 2021. Et moi, je reçois des dossiers de juin 2021. Je dis, mais il y a des gens qui sont arrivés depuis. Pourquoi est-ce que? Parce que ce sont leurs parents et tout. Et moi, je disais, je ne veux pas. Par rapport aux commentaires. Je ne veux pas. Prenez les gens en fonction
fonction de leur arrivée. Je vais vous donner par exemple une petite anecdote. Je sortais tous les jours du bureau et j'ai trouvé un papa, donc un père de famille, il était dans la trentaine. Il était assis tout le temps au portail. Et moi, je le regarde, je vois, il n'est pas en tenue. Tout le temps, je dis bonjour monsieur, bonjour. Bonjour monsieur, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Et par la suite, 2 semaines après, ça a attiré mon attention. Je me suis dit, mais monsieur, pourquoi je vous vois tous les jours, vous n'êtes pas en tenue? Pourquoi vous n'êtes pas en tenue? Et il m'a dit, monsieur, je n'ai pas encore commencé au travail. Et vous êtes ici tous les jours, je vous vois tous les jours. Il dit, oui monsieur, parce que j'habite en Toum et j'ai déposé mon dossier depuis. Et je suis inquiet parce que les personnes qui ont déposé après moi ont déjà commencé, mais moi on ne m'a pas appelé. C'est pour ça que je viens ici tous les jours pour savoir si mon dossier a un problème. J'ai dit waouh, c'est quand même, ça c'est du courage parce que vous quittez tous les jours Toum. Le matin, vous venez ici, vous restez toute la journée parce que vous voulez du travail. Mais pourquoi est-ce qu'on a pris les personnes qui sont avant vous et tout? Immédiatement, j'ai appelé les ressources humaines et j'ai dit vous embauchez ce monsieur sur le champ. Vous prenez son dossier, vous le mettez en attente. Donc j'ai dit vous le prenez, on le paye déjà un salaire en attendant qu'on trouve un site parce qu'on trouvait des sites tout le temps. Vous le mettez déjà. Il était content ce jour. J'ai dit non, il faut du courage pour faire ce que vous allez faire. Moi, j'étais pour celui qui veut vraiment travailler. Vous voyez? Donc, cette facture-là, comme je vous ai montré, c'était une façon pour eux, je ne sais pas si je dois le dire, de blanchir l'argent. Donc, ils ont essayé de faire ça avec moi. J'ai dit je ne le fais pas, je ne le ferai pas. Déjà, ils ont dit, vous ne respectez pas, vous n'adhérez pas à la vision du groupe. Et tout, moi, j'ai parlé de quel groupe? Moi, je ne vois pas de groupe. Moi, je vois GSP Sécurité. Vous me parlez de groupe. Donc, par la suite, ils ont commencé à me menacer. Dire que voilà, je suis rebelle, je ne respecte pas les instructions. Moi, je dis, je fais mon travail, je respecte très bien les instructions. Mais s'il faut sortir, décaisser de l'argent, sans savoir où l'argent part, moi, je ne peux pas accepter ce genre de choses. Donc, ils ont commencé à me suivre on appelle ça un rendez-vous à la SEG pour essayer d'obtenir de l'argent parce que ça faisait quand même des mois qu'on n'était pas payé. Je cherchais à rencontrer le DG pour savoir pourquoi on n'a pas reçu d'argent jusqu'à aujourd'hui alors qu'il y a des pères et des mères de famille qui travaillent pendant des mois et qui ont besoin de cet argent pour payer leur maison et subvenir à leurs besoins. Et on m'a dit qu'ils devaient me recevoir. Donc je suis resté en salle d'attente et j'attendais et je reçois sur mon téléphone un message qui me dit à partir de 12 h, vous n'avez plus le droit d'entrer dans nos locaux. Vous êtes viré. C'est le message que vous voyez. J'ai reçu un message comme ça sur mon téléphone. Il devait être 11 h, peut-être 41 comme ça. J'ai démarré. Je suis parti. Et même la personne qui a dit, on va vous recevoir bientôt. J'ai dit, oui, excusez-moi, je reviens. Je suis parti et je suis arrivé devant le portail. J'ai simplement demandé que l'on me remette mes affaires. Je ne suis même plus rentré. J'ai demandé qu'on me remette quelques affaires et que le reste, on pouvait venir me remettre chez moi. Avant d'arriver même à la fin, je vais vous dire, quand ils ont commencé à comprendre, à savoir que moi, je ne marchais pas dans leur combine, ils ont monté un vol dans mon bureau. Donc, ils ont monté un casse. Je suis rentré chez moi à un vendredi et j'ai laissé un ordinateur au bureau, mais j'avais un deuxième ordinateur. Et tous les deux, les ordinateurs étaient clonés. Tout ce que je faisais dans l'un, je le faisais dans l'autre. Et quand je reviens le lundi, je constate que les bureaux sont cassés, mon ordinateur a été volé et des documents ont été volés. Donc, sachant que ce qu'ils devaient faire bientôt, ils ont volé toutes les preuves qui pouvaient en fait les discriminer. Mais sans savoir que moi, voyant déjà depuis le début, je savais déjà ce qu'ils devaient faire. J'avais déjà fait toutes les copies qu'il fallait. Et quand ils ont commencé à me menacer, parce qu'ils m'ont sérieusement menacé, ils ont menacé de m'enfermer, ils ont tout menacé, ils ont sali mon nom, j'ai dit vraiment, ils m'ont mis la cale partout. Ils ont monté des gens pour empêcher que je rencontre M. Noureddine parce que lorsque M. Noureddine est revenu au Gabon, il était question que je parte vers lui pour lui dire ce qui a été fait. Voilà comment. Ils ont bloqué de partout que je ne le rencontre pas. Excuse-moi. Il y a Madame Yvonne qui pose la question de savoir quel était votre statut dans cette société? Gérant. J'étais gérant. Oui. C'était gérant de ton gérant, oui. Voilà, comme je vous disais, c'était mon entreprise. Mais quand Abdoul a arraché, il s'est mis propriétaire et il m'a mis gérant. On peut continuer. Donc, il m'a mis gérant et par la suite, il y avait le jeune, il y avait mon DG en mois que je peux vous montrer où il venait pour 45 minutes au boulot. Et chaque fois, je lui disais, mais vous devez être là, on a un gros boulot. Ici, c'est une nouvelle société, on a besoin d'apprendre à ces gens et tout et monter la société ensemble. Mais il n'était jamais là, il disait toujours que voilà, il devait recevoir des instructions, il devait aller à gauche, on l'envoyait. Mais j'ai dit, ça ne sert alors à rien. Et moi, je demandais quelqu'un qui soit là avec moi tout le temps pour pouvoir gérer cette société. Mais jamais il était là. Mais sans savoir qu'on était en train de le préparer pour prendre ma place. Bah,
ce sont des choses qui arrivent comme ça. Ça m'a quand même choqué. Ici aussi, j'ai des bulletins de salaire. J'ai eu rencontré beaucoup de choses. En fait, il y a tellement à dire, c'est parce que je ne sais pas s'il y a assez de temps. Vous allez voir ici, par exemple, j'étais très strict dans cette société. Ici, vous allez voir, par exemple, sans connaître personne, qui venaient déposer le dossier, qui ne connaissaient personne. Et ils avaient toujours le même salaire, ils avaient les petits salaires. Mais dès lors que leurs parents rentraient dans la société, c'était immédiatement un gros salaire. Et parfois même plus gros salaire même que leurs responsables. Et moi, je disais toujours que c'est pas normal, c'est pas comme ça. Je refusais de signer ce genre de choses. Et ils ont trouvé que voilà, j'étais trop droit, Mais ce genre de choses, ça ne se fait pas. Un Gabonais est égal à un autre Gabonais. S'il y a un Gabonais qui travaille, il doit mériter. C'est pas parce qu'on est le parent de X ou Y qu'on doit avoir un plus gros salaire que l'autre sans rien faire. J'étais très strict pour ça. Donc, autre chose, il y a aussi par exemple des primes. Il y avait des primes par exemple qu'on attribuait à des personnes sans savoir pourquoi on attribuait. Il y avait aussi des gens qui s'absentaient, mais à qui on payait tout le salaire. Et moi, je disais, c'est quand même écœurant de voir qu'il y a des pères et des mères de famille qui viennent travailler tous leurs jours sans manquer et qu'il y en a certains qui manquent, qui ont par exemple 6 jours d'absence, mais qui à la fin du mois reçoivent leur salaire intégral parce qu'ils sont les frères de X ou Y. Et moi je disais non, ce genre de choses tout le temps. Si vous voyez, j'ai beaucoup de bulletins de salaire ici, c'est parce que ce genre de choses, je le prenais, je rentrais chez moi avec et je demandais qu'on me donne les pointages du mois et je partais de travailler moi-même à la maison et je retirais ceux à qui il faut que ce soit retiré et je donnais à ceux à qui il fallait être donné. Et ce genre de choses ne peut pas. Imaginez un gérant. Je devais faire le travail des ressources humaines alors que les ressources humaines étaient là pour faire ce travail. Mais parce qu'ils avaient décidé de donner un gros salaire à leurs parents, ça ne les plaisait pas. Et là, ce sont ces personnes qu'on a utilisées pour monter de faux rapports sur moi, pour dire tout ce qu'il faut et afin de me jeter comme j'ai été jeté. Si j'étais un gérant, imaginons simplement que j'étais juste le gérant de cette société même, un gérant statutaire. Pour licencier un gérant statutaire, ce qu'il faut, c'est d'abord faire une assemblée générale avec les actionnaires et la personne même, en fait. Et on montre par exemple un certain nombre d'éléments au gérant sur lesquels on le reproche. Il doit soutenir sa thèse et expliquer pourquoi. Et dans le cas où l'actionnaire ou bien les actionnaires ne sont pas d'accord, là on lui dit vos éléments ne nous ont pas convaincus et tout, vous allez être licencié de la mission des commissaires aux comptes dans l'entreprise. Donc les commissaires aux comptes étaient là. Ce qu'ils ont fait, c'est que pour tout ce qu'ils connaissent concerne la finance, ils sont allés le faire dans leur cabinet, à Orama Consulting, un cabinet qui appartenait à Abdoul Osseni. Donc ils sont allés faire tout ce qui concerne la finance là-bas. Ils ont mis ce qu'ils voulaient mettre, éclater et tout. Ils l'ont fait 100 mois. Excuse-moi, Fortuné, je peux lui poser une question. Orama Consulting est géré par qui? Tino Ngon. Tino Ngon, c'est le DAF. En fait, c'est le DAF, c'est un financier, il est gérant, président directeur général d'Orama Consulting. Et c'est celui qui est aussi à la tête de plusieurs autres entités qui ont été créées par Abdoul Osseni. C'est pour Abdoul Osseni. Voilà. Abdoul, c'est le jeune ou bien le grand? C'est le jeune. C'est le fils, c'est le cadet de Saliou. Voilà. Donc lorsque je reviens, je sais même plus là. Après avoir répondu à la question, je me suis un peu perdu. Ouais, tu étais au niveau, tu disais qu'ils avaient chassé les... Comme ils sont allés faire ça dans leur cabinet. Voilà, donc ils sont allés faire toutes les finances dans leur structure et ils ont dit au commissaire aux comptes que j'étais indisponible. Et lorsque les commissaires aux comptes un jour passaient chez nous, j'ai interpellé la dame et j'ai dit mais depuis que vous êtes arrivé dans notre structure, je vous vois pas. Elle m'a dit ben moi aussi je voulais vous voir mais on m'a dit que vous n'étiez pas disponible. J'ai dit non mais non, moi on m'a dit que non, vous devez venir vers moi quand ce serait nécessaire. Elle m'a dit non effectivement parce que j'ai beaucoup d'éléments qui me manquent, j'ai besoin de ça pour clôturer. Et là j'étais surpris que la plupart des éléments qu'elle demandait étaient en ma possession. En fait j'avais des copies. Mais ils ne voulaient pas leur donner parce que ça les incriminait. Et là, j'ai donné tous les éléments au commissaire au compte. Et quand ils ont vu que j'ai donné tous les éléments, et là, ça les a inquiétés. Voilà aussi une des raisons pour lesquelles ils m'ont viré avant la fin de la mission des commissaires au compte. Sûrement pour mettre tout sur ma tête. Après que je sois parti, après qu'ils m'aient viré de l'entreprise, ils ont licencié près d'une centaine de jeunes Gabonais, des pères et des mères de famille, des personnes qui étaient là depuis la création de l'entreprise. Je vous dis ici, je connais des gens, des jeunes qui
pendant que les autres s'absentaient, eux, ils restaient au poste de la personne pendant 3 jours. Je vous dis, ils sont 3 jours sur un site à travailler. Et à la fin du mois, on leur paye avec leurs jours supplémentaires. Ces personnes-là, ils les ont licenciés sans aucune explication en disant que non, c'est parce qu'ils connaissent. En fait, ils voulaient effacer complètement. Depuis ils les ont licenciés. Ils ont recruté des étrangers. Ils ont recruté par exemple des étrangers dans l'administration qui, à cause de un Gabonais est mort. Cette histoire est passée sous silence. Un Gabonais est mort, oui, je vous dis. Le 6 décembre 2023, je reçois un message par un agent qui aussi est parti de là. Il me dit, monsieur, est-ce que vous êtes au courant qu'il y a un chauffeur qui est mort? Et là, je dis, comment ça? Et là, il m'explique, je dis, comment ça s'est passé? Il m'explique, il me dit, il s'est senti mal. Il a demandé à l'administration à rentrer chez lui. Il a dit qu'il était fatigué, il fallait qu'il rentre se reposer. Et ils ont dit non, ils ont refusé. Il est allé s'asseoir dans le pas. Vous ne pouvez pas faire ça. Quand ils ont fini leur service, laissez-les rentrer à la maison. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les Retenez cœurs. un chauffeur ici. Le live est attaqué, mettez les cœurs. Permettez-le de se reposer dans une salle. Et j'ai exigé, il y a une salle qui était vide. J'ai exigé que dans cette salle, on installe tout ce qu'il faut pour leur confort afin que celui qui reste en journée pour les courses de l'administration se repose là-bas. Mais ça là, ça n'a pas été fait. Voilà la raison pour laquelle un chauffeur est mort. Donc, il y avait aussi le fait que je peux sortir du bureau à 11h du matin, à 11h à midi. Je trouve des agents de sécurité dehors assis et je leur pose la question, qu'est-ce que vous faites ici? On a été convoqué par le directeur des opérations. Et pourquoi? Monsieur, il y a eu un problème sur le site et on nous a demandé de venir à la base. Mais jusqu'à 11h. Et là, j'appelle le directeur des opérations, je vais dans son bureau, je lui dis, mais c'est vous qui avez convoqué les agents? Oui, monsieur. Mais jusqu'à 11h, est-ce que vous vous rendez compte que ce sont des personnes qu'on doit ramasser à 17h? Nous, on dort la nuit, vous dormez la nuit. Mais ces personnes veillent sur le site la nuit. Et vous prenez des gens qui ont travaillé, qui sont quittés de chez eux depuis 16h, qu'on a ramassé à 17h, qui ont passé toute la nuit sans dormir. Vous les convoquez au bureau, à la base, et vous les laissez là. Jusqu'à 11h, vous ne les avez pas reçus. C'est pour qu'ils partent chez eux à quelle heure, se reposer à quelle heure, pour aller sur le site à quelle heure. Peu importe ce qu'ils ont fait, ce genre de choses ne tolèrent pas. Et là, il les reçoit. Fortuné, excuse-moi. Je veux que tu reviennes sur la mort du Gabonais qui est mort. Et il faut dire qui était à l'origine parce qu'il lui a refusé des vacances. Je pense que c'est le repos. Le repos. Oui. C'est la Sénégalaise. Ouais, qui s'appelle voilà. Celui qui était à celui qu'on a voilà, du directeur général qui était à la Cissé. Voilà. Reviens un peu sur ça. Donc, cette demoiselle s'appelle Cissé. Voilà comment j'ai reçu le dossier de cette demoiselle à GSP. Un jour, justement, je reçois un dossier de Tino Ngon d'Orama qui m'envoie le dossier et qui me dit qu'il faut que je prenne cette fille et que je dois lui payer un salaire. D'origine sénégalaise, faut préciser. D'origine sénégalaise. Voilà. Et on me donne le salaire que je dois lui payer et on me dit que je trouve un poste pour maître, peu importe. Et moi je dis, j'ai pas besoin de quelqu'un pour le moment. On me dit, non, trouve. On me dit, si tu vois le nom, tu as compris à qui, parce que c'est quelqu'un de... Et là, j'ai dû donner le poste de logistique et achat. Voilà. J'ai mis la personne au poste de logistique et achat qui ne connaissait pas ce métier, mais que j'ai dû former sur place au poste de logistique et achat. Donc par la suite, c'est cette personne qui gérait en fait les véhicules et ceux qui conduisent les véhicules. Donc, lorsque je reçois l'information... Voilà. C'est sa sœur. Mais faut vraiment bien expliquer au Gabonais. Oui. Voilà. Donc, par la suite, quand elle lui a refusé en fait de rentrer chez lui parce qu'il disait qu'il se sentait mal, il est tombé. Voilà, il est tombé et il est mort, le pauvre. Et comme je disais, ce genre de choses ne doit pas arriver. Ce genre de choses arrive parce que on prend des personnes et on met dans une administration des personnes qui n'ont jamais fait ce métier. On ne peut pas, dans un métier de sécurité, prendre des personnes qui n'ont jamais fait la sécurité pour mettre de gérer des agents de sécurité. Ça ne se fait pas. Moi, comme je vous dis, je suis dans ce métier depuis 2007. Je fais la sécurité. Tous les agents qui ont travaillé sous moi quand j'étais là, ils peuvent vous dire. On m'appelait parfois à 1h du matin. J'avais 4 téléphones. 4, comme pour vous dire, tous mes téléphones. Je dormais avec les téléphones.
Peu importe l'heure qu'on m'appelait, j'étais là. J'appelais un chauffeur, il venait me chercher. Immédiatement, on est sur les sites. Les gens se demandaient même si je dors. Ceux qui me connaissaient savaient que j'avais des cernes comme ça. J'avais des grosses cernes. Parfois, même ma secrétaire me dit, monsieur, reposez-vous. Je lui disais, il y a trop de problèmes pour que je me repose. Parfois, j'arrivais au boulot, je voulais tomber. Mais je m'inquiétais pour toutes ces personnes. Je ne pouvais pas dormir. Je n'arrivais pas à dormir la nuit quand je savais que j'avais des pères et des mères de famille sur des sites risqués. Parce que la plupart des sites qu'on avait étaient des sites vraiment à haute sensibilité. Donc, moi, ça m'inquiétait de voir qu'on m'appelle. Je demande, pourquoi est-ce que vous n'avez pas appelé le directeur des opérations? Monsieur, son téléphone ne passe pas. Pourquoi vous n'avez pas appelé le directeur général adjoint? Monsieur, son téléphone. Donc, aucun des directeurs de téléphone. Donc, quand ils arrivent chez eux, ils savent qu'ils ont des personnes sur les sites, mais ils éteignent leur téléphone. Et c'est moi, le gérant, donc directeur général, qu'on doit appeler et je me déplace. Et c'est le lendemain matin quand je leur demande, ah monsieur, le téléphone était à plat. Ah monsieur, je dis non, ça ne se fait pas. Quand on fait ce métier de sécurité, on sait qu'on a des personnes, on gère des gens. Ce n'est pas des véhicules, ce n'est pas du matériel qu'on gère, ce sont des gens. Bon, nous allons passer à la deuxième partie. Parce que vous attaquez. Il y a une Anamba qui dit, elle aurait vu ce chauffeur, effectivement, à l'hôpital quand on l'a amené. Je crois l'avoir vu à l'hôpital d'Angonji. On avait juste fait le constat du décès. C'était le mois de novembre 2023. C'est ça. Bon, nous venons de voir la première partie. Ce jeune homme, bien qu'étranger, il est venu au Gabon. Il s'est intégré. Il a épousé une femme gabonaise. Il vit avec la femme. Tout ce qu'il fait, non, on ne peut pas exposer les enfants. On ne peut pas exposer les enfants. Non, moi justement. Il est venu au Gabon, il s'est installé, il a épousé une femme gabonaise. Tout ce qu'il fait comme terrain, tout est au nom de sa femme. Il décide d'aider les Gabonais. Il va même jusqu'à la réinsertion des jeunes Gabonais qui sortent de prison, qui aujourd'hui deviennent des responsables. Il crée son entreprise, son intelligence, on arrache son entreprise parce qu'on veut effectivement voler l'État. Les brigands, des enfants de Séni, qui incarnent le banditisme total, des monstres, décident que le Gabon les appartenait. La chose la plus grave, même Noureddine, qui semble être dans le corps de leur malversation, est même mis à côté. Je vous apprends que le petit Abdoul est le plus dangereux que le live est attaqué. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Alors, ils sont là, et pendant que Noureddine a des problèmes en Angleterre, c'est l'occasion pour eux de tout faire, de détourner l'argent, de détourner les véhicules, de ventiler l'argent partout. Même Noureddine, qui pense gérer son groupe de bandits, de malfrats, ne comprend plus rien. Il est phagocyté par son propre système d'escrocs. Ça, vous l'avez déjà compris. Vous avez déjà compris que cette société aujourd'hui appartient à un homme, un individu, un homme qui a été justement abusé. Abusé partout et licencié comme un malfrat. Et aujourd'hui, qu'en est-il de cette société? Cette société, ils ont, après m'avoir chassé, il faut rappeler le nom de la société. GSP Sécurité. GSP. C'est à Angonje Otsanguet. C'est à Angonje Otsanguet. Je ne sais pas si j'ai le logo ici, mais je crois que je l'ai dans mon téléphone. Oui, attendez, oui. GSP Sécurité, c'est cette société-là. Vous la voyez passer tout le temps. C'est ce logo-là. Vous voyez passer les véhicules tout le temps. Voilà, c'est cette société-là. Donc, après que je sois chassé, comme ils m'ont chassé, ils ont mis un petit de Yann Goulou. Donc, c'était un de ces bons petits qui recevait ses ordres, et qui faisait tout ce qu'il voulait. Donc, ils l'ont mis et ils ont mis les personnes qu'ils ont pris d'Orama. Donc, les personnes qui pouvaient marcher selon ce qu'ils veulent pour continuer à faire comme ils ont fait, les choses pour lesquelles on les a arrêtés. Voilà, ils obéissaient à leurs ordres à la lettre. Voilà, tout ce qu'on leur demandait de faire, ils faisaient. Mais comme moi, je refusais de rentrer dans cette magouille, on m'a chassé et on m'a même menacé plusieurs fois, même jusqu'à chez moi. Et ils ont, en fait, pour me faire taire complètement, leur but, ils m'ont tellement effrayé, ils voulaient que je sorte du pays, que je m'enfuis. Mais je leur ai dit que moi, je ne suis pas un peu parce qu'ils font du mal aux gens. J'ai dit, je ne fuis pas.
J'ai dit, je ne fuis pas, je suis chez moi. Je suis chez moi. Au Gabon, c'est chez moi. Mettez les Tout cœurs, ce que mettez j'ai, le live. c'est ici. J'ai jamais rien fait au Cameroun. J'ai jamais rien construit. Tout ce que moi j'ai, c'est ici. Ok. Nous allons aller succinctement parce que les Gabonais veulent comprendre. Hein? On essaie de tout faire. Le message est déjà passé. On vous a volé votre entreprise. Et je pense qu'aujourd'hui, vous allez entamer une procédure et nous, on va vous suivre dans la procédure pour récupérer votre entreprise. Mais nous avons essayé de faire un tour quand même là-bas. Et nous avons constaté qu'aujourd'hui, il n'y a aucun il y a plus de Gabonais là-bas. Et la majorité maintenant, c'est des étrangers. Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que, vous aviez engagé des Gabonais, mais aujourd'hui, la majorité, c'est des étrangers. Comment se fait-il que une entreprise qui a engagé les étrangers, qui vit au Gabon, qui travaille avec des structures du Gabon, subitement, les Gabonais partent, on met les étrangers. Est-ce à dire que les Gabonais étaient incompétents? Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Vous allez voir que la plupart des gens qui sont là-bas sont des personnes, justement, vous savez comment ils ont distribué la nationalité. Moi, par exemple, vous allez voir, moi, je reste toujours correct. Tous ceux qui me connaissent vont vous dire quel genre de personne je suis. La plupart des gens qui sont là-bas, on va vous dire que ce sont des Gabonais, mais vous allez voir que ce sont des gens qui les Océaniens ont donné la nationalité n'importe comment. Voilà. Parce qu'on estime que les Gabonais ne savent rien faire. Mais moi, je leur ai toujours dit non. J'ai travaillé avec beaucoup de jeunes et je sais que ces jeunes sont engagés. Ils veulent travailler. Ils sont dans des quartiers et beaucoup parfois font des choses parce qu'ils sont dans la galère et que les gens ne croient pas en eux. Donc, parfois, ils sont obligés de faire des choses comme ça qui après, ils regrettent. Donc, moi, ce que j'avais décidé, c'était de prendre ces jeunes-là qui sortent de nulle part, de leur montrer ce dossier et je les formais moi-même. Il y a des gens qu'on voulait virer dans l'entreprise parce qu'ils avaient fait une ou deux conneries et tout le monde disait non, ce sont des gens, tout le temps. J'ai dit non, je demande qu'on les convoque à l'entreprise. Je prenais cette peine-là. Je demande qu'on les convoque à l'entreprise, je les reçois moi-même et je cherche à comprendre pourquoi est-ce que tout le monde veut qu'ils soient virés, qu'ils m'expliquent eux-mêmes leur version. Et là, ça ne plaisait pas à la direction. Et lorsque ces jeunes parlaient, je comprenais que c'est parce que ces jeunes ne voulaient pas lécher les bottes de la direction. Parce qu'ils ne voulaient pas faire, comme on dit, les salamalek devant la direction. Et comme tu ne voulais pas faire les salamalek, on te virait. On monte une histoire qu'on envoie chez moi et on dit voilà, voilà. Et j'ai dit, je ne veux pas. Et quand je fais ça, immédiatement la direction va se retourner contre moi. Je vous prends un autre exemple. Un jour, je suis au bureau. Un jour, je suis au bureau. Oui, ça c'est monsieur Aldo Bousset. Je le connais très bien. Lui aussi, il a été chassé, un Gabonais. Il dit même ça ici. Lui, on m'a menacé. Voilà quelqu'un de l'entreprise. Il était là-bas, on l'a tellement menacé. Ils utilisaient leur pouvoir qu'ils avaient de la présidence pour menacer tout le monde, pour menacer les Gabonais. Lui, ce monsieur, je le connais, on l'a tellement menacé. Il m'appelait, il me dit, monsieur Simon, qu'est-ce que je fais? Je lui disais que moi, j'ai les mains liées. Là, je ne peux rien faire. La personne que je pouvais contacter et tout, il est même pas au Gabon. J'ai cru entendre qu'il avait des problèmes en Angleterre. Donc, moi-même, je ne sais pas. Je peux qu'attendre son retour pour pouvoir aller vers lui. Mais ils m'ont tellement blacklisté. Comment ils insultaient les Gabonais? Mais ils disaient que les Gabonais ne valent rien. Les Gabonais ne savent rien faire. Et tout, voilà pourquoi ils prenaient les étrangers pour mettre. Moi, je leur ai dit non, 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 non. Donc, comme je vous dis, un jour j'arrive, je suis au bureau et j'entends quelqu'un qui crie dans les bureaux. Et là, quand j'appelle ma secrétaire, dit qui est en train de crier dans les bureaux, qu'est-ce qui se passe? Et là, il m'informe que c'est le directeur des ressources humaines qui est en train de crier sur la dame de ménage parce qu'il a trouvé une tâche sur son qui est une mère de famille avec des enfants, connaît très bien cette femme. Pourquoi est-ce que vous criez sur elle? Parce qu'elle a laissé une tâche sur votre vie. Vous pouvez simplement l'appeler pour dire que madame, il y a une tâche ici que vous avez oublié. Le live est attaqué. Voilà. Vous pouvez simplement lui dire madame, vous avez oublié d'essuyer une tâche ici et tout. Elle va le faire. Et vous avez stressé une mère de famille qui sûrement toute la journée va se sentir mal parce que vous criez devant elle et devant tout le monde. Et tout le monde sait qu'on a crié sur elle. Et là, la dame arrive dans mon bureau. Je vois elle a la tête baissée. Elle est en train de travailler. Moi, j'avais de la peine pour elle de voir qu'une maman comme ça, on va se mettre à crier sur elle. Oui, justement, Fidéline, s'il vient sur le direct et que toi tu veux qu'il passe à la télé, vous pouvez nous contacter tranquillement et il passera à la télé. Il est disposé et il a monté tout un dossier. Tout un dossier comme vous pouvez le voir ici. C'est presque une Bible. Ça c'est le dossier, tout un dossier. Il y a d'autres documents ici, là. Avec les sociétés. L'objectif que nous avons aujourd'hui, c'est d'aider le CTRI à retrouver tous ceux qui sont à l'origine du mal de notre pays. Parce que c'est ça, je vous disais la dernière fois, on veut faire passer des Gabonais pour des xénophobes. Mais ce sont des étrangers qui viennent se faire la guerre entre eux-mêmes, ici dans notre pays, et nous font passer pour ceux que nous ne sommes pas.
Ce sont les mêmes qui également viennent abuser de la nationalité ici au détriment des Gabonais. Au moment où ils vont même jusqu'à dénaturer le Gabonais lui-même. C'est de ce qu'il s'agit. Ce gars, vraiment j'aimerais, comme tu le dis, que toi-même tu l'invites. Il a beaucoup à dire. À la télé, il passera. Mais à partir d'aujourd'hui, nous devrions quand même assurer également sa société. Je vous ai sa sécurité. Parce que je vous ai dit ici que les Océnies ne sont pas prêts à lâcher. Et ils le disent même depuis la prison. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, Fortuné, tout ce que vous faites là, c'est petit. Mais tôt ou tard, les gars là vont ressortir. Parce qu'ils ont des moyens dehors. Il faut dire ce qu'ils ont dit après quand Fortuné aura fini. Ils l'ont dit, moi, quelqu'un me l'a dit. Que vous, ce que vous faites là, c'est le cinéma. Ils vont ressortir. Et si ils ne sortent pas, ils savent comment ils vont créer une situation conflictuelle dans notre pays. Parce que ce que vous avez pris là, ce n'est que la monnaie de leur argent. Donc le fait qu'Océnie soit dehors, Océnie perd, c'est un danger. Un vrai danger. Il faut l'isoler, complètement l'isoler. Isoler tout ce qui est proche à Océnie, y compris leur sœur qui travaillait à côté d'Ali, qui était femme de ménage chez Ali et qui administrait des potions, je ne sais pas de quel magie ou du maraboutage à Ali. Il faut qu'on soit sérieux dans ce que nous voulons faire. Ce dialogue-là a fait rêver les Gabonais. Moi, j'ai pleuré dans la salle quand j'ai entendu le résumé du professeur Zomo Gabriel. Les Gabonais ont vu un nouveau Gabon. Maintenant, il est question d'enlever tout ce qui est capable de nuire. Ce n'est pas quand même normal qu'un jeune homme comme ça, il pouvait aller au Cameroun, comme font d'autres Camerounais ici, il va épouser une soeur camerounaise, il vient ici, il achète des terrains, mais à son nom. Mais c'est notre soeur avec qui il a eu des enfants. Ils sont mariés. Mariés. Il achète tout, c'est au nom de sa femme. Les papiers sont là. Et il se bat en refusant de voir les Gabonais souffrir. On le met dehors. Aujourd'hui, ils sont en train de remplacer les Gabonais par des étrangers. Résultat, c'est une milice conforme. Est-ce que vous savez quand quelqu'un a son plan? Ne soyons, nous les Gabonais, ne soyons pas comme des souris. La souris regarde le pain. Mais derrière le pain, la souris ne regarde pas. C'est pourquoi on dit, tout projet est un risque. Il faut commencer par mesurer le risque. Le projet de la transition est un risque. Il nous faut mesurer le risque que de nous contenter du bonheur. Commencer à dire comment on peut faire pour sécuriser la transition. Si d'autres pays, on étudie la souffrance d'un peuple dans les dictionnaires ou les livres, si dans d'autres pays, la souffrance est une théorie, chez nous c'est l'expérience. Aucun Gabonais n'a besoin, je dis bien, aucun Gabonais n'a besoin d'aller regarder le dictionnaire pour connaître ce qu'on appelle souffrance. Aucun Gabonais n'a besoin d'aller regarder le dictionnaire pour comprendre ce qu'on appelle douleur. Personne d'entre nous n'ignore la définition de la misère. Nous, on n'a pas besoin des écritures. Donc, je suis d'accord avec vous. Il faut qu'on aide ces jeunes hommes à récupérer son entreprise. Quitte à ce que l'État nationalise cette entreprise et qu'on y mette les Gabonais. Nous avions décidé au dialogue qu'il faut la réinsertion des jeunes. Ce jeune homme-là peut effectivement nous apporter la matière grise et former d'autres Gabonais. Peut-être quand il dit forme, c'est qu'il y ait demain une relève assez importante. C'est de ce dont il est question. Donc, je suis d'accord avec vous. Voilà, on a ici Charles Aldo qui parle encore ici. 15 milliards en 10 ans. Mi-distrait, donc soustrait de l'assiette fiscale par des salariés. Vous voyez? Donc ce que ce jeune homme dit n'est pas faux.
Et là, nous interpellons le CTRI. Si ce n'était que moi, dès demain, on saisit cette entreprise, on ferme et on fait le DIC dans cette entreprise-là. Et on fait un contrôle systématique pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Merci, madame, le coordinateur du dialogue, coordinateur général. Vous l'aviez dit hier. À nos frères amis, nous sommes hospitaliers. Mais nous avions tellement souffert que nous ne voulons plus emprunter le chemin de la souffrance. Laissez-nous aussi vivre la liberté de notre liberté. C'est de ce dont il est question. Donc, c'est là qu'il a été à tout tirer long. Mon jeune frère ici, merci parce que beaucoup d'entre vous témoignent, comme ceux qui ont dit là, qu'il faut qu'il constitue un dossier pour porter plainte. Mais c'est au CTRI que je dis, ayez un œil ouvert. Ils savent que l'armée n'est pas avec eux. Ils sont en train de fabriquer des gens. Parce qu'il vous l'a dit tout à l'heure, c'est un domaine très sensible, la sécurité. Ouais. On ne peut pas mettre la sécurité entre les mains des étrangers. Non, il ne faut pas. Vous voyez, il a pris l'exemple de la SG. Notre eau que nous buvons, c'est un malangouzard qui va surveiller le là. S'il met le poison dedans, c'est tous les Gabonais qui meurent. C'est le petit qui crache à l'intérieur. Il peut même pisser à l'intérieur. Oui. Donc, il va vous donner un mot de fin. Et après, je crois que tu as aussi un mot à donner. Tu as déjà tout dit, qu'est-ce que je vais encore dire? Ouais, il va terminer. Vous faites en 5 minutes, parce que le live a beaucoup duré. J'ai une anecdote concernant la SEG. Quand j'étais en service, il y a un Coréen qui a été attrapé dans les forêts de Ntoum là-bas. Je crois entre Nkok et Ntoum. Ils l'ont attrapé et ils m'ont appelé immédiatement. Et moi, j'ai pris, ils m'ont donné tous les coordonnées je l'aurais encore si j'avais mon iPhone, si ça n'avait pas été volé. Ils m'ont envoyé tous les coordonnées du Coréen et c'est comme ça, j'ai immédiatement envoyé l'information pour dire que voilà, il y a un Coréen qui a été attrapé dans nos forêts et comme ça, il a même des poudres bleues. Je sais en tout, mais essayez de faire encore la demande. Et on ne sait pas en fait qu'est-ce qu'il a. Donc j'ai envoyé et quand j'ai envoyé, j'ai pas eu de réponse de suite. Et le Coréen a quitté le pays le même jour. Il a quitté le pays le même jour où il avait été attrapé. Donc après que j'ai envoyé l'information immédiatement en haut, et je n'ai pas eu de réponse et tout, on est attendu fatigué et il y a une grosse voiture qui est venue, qui a pris le Coréen, qui est parti avec, il devait quitter le pays le même jour. Ce genre de personne, on ne sait pas qu'est-ce qu'il est venu faire dans la forêt, qu'est-ce qu'il faisait aux alentours de l'usine de transformation d'eau. C'est autant d'éléments. Donc l'État doit vraiment mettre un œil sur ces usines de transformation d'eau parce qu'avec cette eau, on peut empoisonner tout le pays, tout le monde boit de cette eau. Tout le monde boit de cette eau. Donc, on ne doit pas laisser les étrangers aller à cet endroit-là. Ce sont des Gabonais qui doivent travailler là-bas et ils doivent remonter l'information de chaque chose qu'ils voient. Immédiatement, ça doit être traité immédiatement par les personnes responsables de ce genre de choses à la présidence. Voilà. Donc, voici, je vous ai expliqué un peu succinctement ce qui s'est passé et voilà, j'espère que vraiment que les autorités prendront la chose en main. Quand j'ai commencé à attaquer ce dossier, parce que quand ils ont commencé à me menacer, je leur avais dit que peu importe si quelque chose m'arrive, qu'ils sachent que j'ai fait une copie de ce dossier et que j'ai déposé à 3 endroits différents et que s'il arrivait que je disparaisse, sachez que ces dossiers devaient ressurgir avec toutes les preuves. Et par la suite, encore, j'ai reçu des menaces de mort et ceci. Mais moi, je suis quelqu'un, j'ai pas peur. Je suis comme ça. J'ai pas peur parce que, comme je dis, j'ai été agent de sécurité et les menaces, ça marche pas avec moi. Et quand ils ont été arrêtés, j'avais sollicité et relancé ce dossier au tribunal. Et par la suite, il y a le président de cette société, donc celui qui avait été mis président de cette société, qui m'a appelé et qui m'a menacé en me disant, même étant en prison, ces gars-là peuvent te faire du mal. Je leur ai dit, oui, il m'avait dit ça, même étant en prison, ces gars-là peuvent te faire du mal. Tu penses que même étant en prison, ils ne peuvent pas te faire du mal? Il faut avoir peur. Moi, j'ai dit, déjà quand ils étaient dehors, ils n'ont pas pu me faire du mal. C'est pas étant en prison qu'ils vont me faire du mal, je n'ai pas peur.
Voilà, je lui avais répondu comme ça ce jour-là. Donc vous voyez, même étant en prison, il profère des menaces aux gens dehors. Donc vraiment, il faut que nous fassions très attention. Ça là, quand le Seigneur a décidé de répondre aux larmes de tout un peuple par rapport aux personnes qui les ont maltraités depuis des années, il faut que ce peuple se lève pour pouvoir sécuriser aussi eux-mêmes leur pays. Vraiment. On a pleuré pendant longtemps. On voit comment dans les quartiers, les gens souffrent. Je vous dis, il y a des gens qui souffrent énormément dans les quartiers. Si maintenant, par la grâce de Dieu, le Seigneur a suscité M. Oligui et son groupe qui sont venus arracher ce pays entre les mains des personnes qui martyrisaient le peuple gabonais, il ne faut pas que certaines personnes maintenant, parce que leur source d'eau malhonnête a été coupée, voilà, vous utilisez justement pour récupérer cette source d'eau. Parce que si quelqu'un gagne de l'argent et qu'avec cet argent, il ne vous aide pas, il n'aide pas la population, ça ne sert à rien d'aider ces personnes. On est dans des quartiers où il y a des gens qui n'ont pas d'eau. On a des quartiers où il y a des gens qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont pas de compteur, qui n'ont pas, et pourtant qui font la demande. Et pourtant, il y a des gens qui sont placés auprès de ces gens-là, qui reçoivent beaucoup d'argent, mais qui ne font rien pour vous. N'aidez pas ces personnes à récupérer ce qu'ils veulent. N'aidez pas parce qu'ils vous ont jamais aidé. C'est pas demain qu'ils vont vous aider. Vraiment, prenez conscience de votre vie. Prenez conscience de votre vie en main. Aidez ceux qui veulent vous aider. N'aidez pas les gens qui, à une fois arrivés en haut, ne pensent qu'à eux. Non. Moi, avec mes petits moyens, tous ceux qui me connaissent peuvent vous dire. Tous ceux qui vous... Je vous dis bien tous, peuvent vous dire. Avec mes petits moyens, j'ai aidé tout ce que je pouvais. J'allais, vous pouvez demander, mais j'allais chez eux. J'allais chez eux. Beaucoup de gens me disaient, ah monsieur, et tout. J'ai expliqué à mes employés comment j'ai grandi à Montbouette. Comment j'ai grandi à Québec. Je leur ai dit, ce n'est pas moi que vous voyez, ne prenez pas mon titre. Je suis comme vous, je suis comme vous. Ne me voyez pas comme si j'étais, non, je suis comme vous. Je connais ce que vous ressentez, je sais ce que vous pensez, ce que vous ressentez parce que j'ai été à votre place et vous pouvez être comme moi demain. Si les autres ne vous ont jamais donné cette chance, moi je peux vous donner cette chance parce que je crois en vous. Donc, c'est ça qui motivait les gens à travailler et chacun avait son salaire. Donc, quand les gens vont se lever maintenant, arracher cette société pour pouvoir faire leur blanchiment, leur milice, il faut qu'on fasse très attention. Parce que cette société-là, on ne sait pas à qui elle rend compte de tout ce qu'elle fait. On ne sait pas à qui elle rend. Parce que si quelqu'un qui est dehors me menace en disant que ces personnes assises là-bas peuvent me faire du mal, ça veut dire qu'il continue à rendre compte à ces personnes là-bas par le biais des gens qui sont encore dehors. Donc faisons vraiment attention. Il y a leurs gens qui sont dehors, qui sont en train de travailler pour eux et qui leur donnent les informations de tout ce que nous faisons, de tout ce que le CTI fait. Faisons vraiment attention à ça. Merci beaucoup. Nous allons revenir plus prochainement sur ce dossier. Merci Madame Yvonne. Ce n'est pas le dialogue de ma panne. Non, non, non. Nous reprenons nos activités en tant qu'activistes, des donneurs d'alerte. Oui, nous reprenons. Le dialogue est fini. Nous attendons maintenant le rendu et les travaux du Parlement. Bon, peuple gabonais, vous avez ici Fortuné Edou, votre humble serviteur, la voix des sans-voix, membre du PJC. Nous prenons congé de vous, tout en pensant que nous sommes à votre service et que nous avons pu ou su relayer le mal qui sévit dans cette société. Cette société doit être fermée dans les plus brefs délais. Parce que quand le directeur de cette société, qui gère des hommes qui sont capables de se lever contre nous demain, dit que nos ennemis peuvent encore nuire malgré là où ils sont. Et c'est là l'occasion pour moi de rappeler tous ceux qui disent que le président de la République et le CTRI maltraite ces gens en prison. Mais si c'était moi, si moi j'étais président, je les aurais maltraités, quitte à couper les langues. Voilà. Donc, mes frères, au revoir à la prochaine. Nous allons nous retrouver. On va d'abord regarder ce qui va se passer. Et puis la deuxième partie. Mais, j'ai dit, nous allons parler du vrai Kaiser Soze de la Young Team. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci, M. Fortuné. On parlera aussi la prochaine fois de Manu, que personne n'en parle, il ne l'a même pas cité et tout. Et quand tu essayes de... Parce que quand j'ai vu le dossier, quand il m'a mené le dossier, avant même de regarder les documents et tout,
il m'a amené une autre personne qui m'a donné la même version qu'il a donnée et tout. Mais lui, l'autre personne était plus vraiment, je te jure, fortuné. Si tu entends cet homme-là, tu vas comprendre à quel point notre pays était... C'est justement pourquoi je dis, nous annonçons. D'accord. Nous allons aller étape par étape. Les gens on va d'abord voir le retour de ça. Et Manu, nous allons prendre Manu vendredi. Donc vendredi, à la même heure, nous allons nous retrouver pour essayer de discuter encore. Je vous ai dit, les Esseni, quand un système despotique prépare un combat, le système despotique prépare toujours l'échec. Et comment remonter l'échec? Je ne sais pas si je dois... Les gens pensent que... Je ne sais pas si je dois... les gens pensent que les Esseni, ils n'ont que les entreprises. Hein. Ils sont remplis dans le marché Montbouet, marché d'Nkembo, marché Garoutier. Ils ont des affaires, même dans les marchés que vous ne pouvez même pas imaginer. Ça, il faut raconter tout ça. Non, ça, on a dit ça quand on a parlé des... Donc, il n'y a pas que les entreprises. En dehors de ce projet, j'avais aussi émis un autre projet, la réinsertion, mais il y avait encore une plus grosse réinsertion. Vous savez, le Gabon reçoit sa nourriture des autres pays, alors qu'ici, on a de la bonne terre, des choses qui poussent de partout. Donc, ayant vu ça, et avec tous les problèmes qu'avait Olam, le personnel qui se faisait maltraiter et tout, j'avais monté un projet que j'avais envoyé justement à la présidence, où je disais que on a des détenus en prison qui vivent aux frais de l'État. En fait, ils sont là, ils mangent, ils sont voilà, aux frais de l'État et ils devraient produire. On a des terres qui sont là, qui peuvent produire et on peut utiliser ces gens-là pour aller cultiver, travailler et derrière, on leur donne aussi un salaire. Donc, moyennant un salaire, ce qui fera que ça couvre non seulement leur nutrition, leur, on appelle ça comment, leur logement. Et aussi, quand ils vont sortir, le reste de l'argent qu'ils ont travaillé et tout, en dehors de la nutrition et du logement qu'on aura coupé, on leur remet ce qui pourra les lancer dans la vie. À leur sortie, ils pourraient soit faire un capital, soit décider de travailler pour la société, là, donc en continuant de faire l'agriculture. Et ils seront maintenant payés au salaire maintenant normal. Voilà, c'est ce que j'avais proposé. On pouvait utiliser ces gens, c'est rien du tout. C'est rien. Enfin, sur ce projet, c'est vrai, nous avons pensé à ça. C'est-à-dire que dans les autres pays, le pénitencier est une institution et les prisonniers peuvent produire. Oui. Soit par l'agriculture, même par la construction, parce que nous avions tout genre de qualifications en prison. Mais le danger ici, c'est quoi? Le danger, c'est que, est-ce que nous avons des agents? Parce que ce qui nous manque, c'est l'équipage. Est-ce que nous avons des agents capables d'aller et de bien surveiller ces prisonniers, les ramener en prison? Parce que pour la petite histoire, nous avons vu les gars de la sécurité pénitentiaire qui ont été déshabillés tout récemment parce qu'ils allaient vendre la drogue en prison. Donc aujourd'hui, c'est un projet qui est mis en cours par l'État. Dieu merci, comme tu en parles. Et nous allons d'abord regarder. Oui, je sais que ça se passe aux États-Unis. Nous allons d'abord assainir le personnel, le personnel pénitentiaire. Et nous allons regarder comment, dans quelle mesure nous pouvons effectivement monter ce projet. Mais cela n'empêche pas que vous pourriez également accompagner l'État si l'État sollicitait votre contribution. Je suis prêt. Donc merci beaucoup. Nous allons nous retrouver vendredi à la même heure pour effectivement prendre le second dossier, surtout toujours avec cette entreprise de malversation. Et nous allons effectivement parler du fameux signateur, de celui qui trafiquait réellement la signature d'Ali Bongo et qui est dehors